Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le journal de TNTV. Au sommaire ce mardi. L'aéroport de Tahiti Fa'a se modernise avec la mise en service de portiques à reconnaissance faciale. Des installations qui devraient permettre de gagner du temps et de renforcer la sécurité. D'autres nouveautés sont également prévues sur la zone. À Mahina, les ambitions du Tavana se heurtent à certains obstacles. Parmi les projets présentés ce matin sur site au commissaire, celui d'un pôle d'activité tourné vers la mer, mais il ne pourra sortir de terre qu'à la condition de déloger les familles du squat de Hitimahana. Vous êtes entrepreneur, chercheur, étudiant ou investisseur, les Nahiti Innovation Days devraient vous intéresser. Objectif de cet événement qui a débuté aujourd'hui à l'Université de Polynésie, réfléchir à un meilleur accompagnement des porteurs de projets innovants. Nous en parlerons au plateau avec Jennifer Tournois, chef du projet Nahiti. Il devait être opérationnel pour les Jeux Olympiques. Il le sera finalement à la fin du mois. Le système informatisé de passage des frontières est enfin installé à l'aéroport de Tahiti Fa'a. Une nouveauté qui permettra de fluidifier et de sécuriser davantage le contrôle des voyageurs. Emma Mathieu et Naya Bennett nous en disent plus. Optimiser le temps de passage et assurer un niveau de sécurité et de sûreté supplémentaire, c'est l'objectif des PARAF, ces passages automatisés rapides aux frontières extérieures. Seuls 20 à 25 secondes suffisent pour être contrôlés. On est le premier aéroport d'outre-mer à l'avoir. Ça participe à la modernisation de l'aéroport et surtout à une vision de la Polynésie qui se veut moderne et innovante. Toutes les personnes qui ont un passeport biométrique en fait, vont poser le passeport sur un lecteur. Ce lecteur va lire les données, il va y avoir des échanges avec les bases qui sont présentes en Europe, de manière à ce qu'on puisse effectivement identifier la personne. Il y aura une autorisation d'entrée et ensuite une visualisation par caméra de la personne, un contrôle du visage, un contrôle du passeport, et le système dira oui ou dira non. Ces bornes placées à l'embarquement des vols internationaux représentent un investissement de 100 millions et devraient être opérationnelles d'ici peu. Du côté des vols domestiques, depuis le début de l'année, plus de 643 000 passagers sont passés par l'aéroport. Pour fluidifier ce flux et améliorer le trafic, la salle d'embarquement domestique va être rénovée et une nouvelle porte d'embarquement sera construite à horizon 2026. Il y a également du nouveau côté piste. Avec la poursuite d'activités d'Air Moana et l'arrivée de Motulink, la plateforme prévoit 4 places de parking supplémentaires pour les ATR, soit un total de 11 emplacements. En effet, on va créer 2 taxiways pour permettre de dégager de la capacité pour avoir plus de parking avion pour les ATR en particulier, donc pour pouvoir justement mieux satisfaire. Nous, on avance, on continue de montrer qu'on fait le travail. Voilà, qu'on essaye d'être un bon exploitant au service du pays, de nos clients, de nos compagnies. Voilà, ça c'est notre feuille de route là et on continue d'avancer pour les 2 prochaines années. Puis en plus, comme on l'a vu, avec des trafics qui sont encore à la hausse l'année dernière et un peu à la hausse cette année. L'ensemble des investissements de modernisation et d'embellissement pour 2024-2025 s'élèvent à 5,6 milliards. Dans cette enveloppe, 1,3 milliard est dédié aux aérodromes de Raiatea, Bora Bora et Rongiroa. À Mahina, le maire a de grandes ambitions pour le littoral de la commune. Des projets qu'il a présentés ce matin au commissaire, notamment celui d'un pôle d'activité tourné vers la mer à Hitimahana. Mais avec un obstacle et pas des moindres, il faudra déloger les familles installées sur place depuis des décennies. Esther Parocordette leur a tendu le micro. Accueil cordial entre le haut-commissaire et la présidente de l'association du quartier. Mama Hélène fait partie des noyaux durs des familles qui refusent de quitter la plage de Hitimahana et l'embouchure de la Tuauru. Ils sont une centaine de riverains à y vivre, sans titre, sans eau courante et sans électricité depuis une trentaine d'années. Ces familles ne sont pas contre un éventuel relogement, mais pas question de payer un loyer. Si on doit payer le loyer, c'est un vrai problème. Nous n'avons pas de travail. Déjà, je ne travaille pas. On veut encore nous déplacer. Mais où? Ils doivent bien réfléchir. Le maire de Mahina tient à son projet Tupaya depuis sa réélection en 2020. Il voit sur cette plage de Hitimahana des activités nautiques, pédestres ou encore équestres. Il voit même ces familles vivre dans des logements sociaux que le pays projette de construire sur cet ancien terrain de TDF.
Damas Tewira souhaite que ses administrés se réapproprient tout le littoral, de Matavai jusqu'au terrain militaire. Mais voilà, ces familles doivent libérer la plage et l'embouchure. Il serait temps peut-être de se mettre autour d'une table et d'envisager de quelle manière ils voient leur avenir ici. Nous, on est prêts à les accompagner dans ce sens-là, quitte à faire peut-être des logements beaucoup plus décents sur place, mais peut-être pas en bordure de mer, peut-être plus à l'intérieur des terres. De l'eau potable et notamment Le haut-commissaire encourage la commune à mener à terme son projet. C'est d'intérêt général et il en va de la sécurité des riverains du littoral. Lorsqu'il y a effectivement une alerte cyclonique ou qu'il y a une dépression violente, il va de leur sécurité de quitter ces lieux puisqu'ils sont facilement submersibles. Lorsqu'il y a des projets d'intérêt général comme Tupaya, il y a des procédures qui permettent d'évacuer les gens qui sont installés illicitement. Rien n'est acté pour le moment, mais l'État accompagne financièrement les projets de la commune de Mahina. On cherche à reloger la population à Mahina. Lorsqu'à Papeete, l'offre de chambres d'hôtel augmente. Hier, le groupe Met-Ei a inauguré le nouvel établissement de la chaîne dont l'architecture ne laisse pas indifférent face au quai des paquebots. Visite guidée avec Laure Philibert et Heymanu Manutei. Elle trône à l'entrée de l'avenue du Prince Hineuil. La façade irisée du dernier né de la chaîne Met-Ei étincelle. L'ancien hôtel Ibis est resté fermé plus de 15 ans. Le bâtiment est complètement rénové. À l'avant, une cascade remplace l'escalier. La représentante de la famille Mouraro qui a conçu le bâtiment tient à ce qu'il incarne, le Fénois. Je ne voulais pas que ça ressemble à un hôpital avec des chambres vraiment toutes les mêmes lampes, les mêmes fauteuils, les mêmes tableaux. On a eu des artisans locaux fabuleux, paréos locaux. Voilà, le Pandanus, Péoré. Rouvert le 1er juillet, l'hôtel a officiellement été inauguré ce lundi. L'équipe s'est donné 3 mois pour prendre ses marques et lancer l'activité. Tout le monde nous attendait au tournant, on a attisé la curiosité, c'était fermé. On a mis une façade qui a alimenté encore plus. Donc oui, c'était un vrai défi en soi. Très longiligne, à l'image d'un navire, le bâtiment parsemé de hublots accueille néanmoins 62 chambres, parmi lesquelles 8 suites, dont certaines ont vue sur la rade. L'hôtel est le seul de la chaîne situé dans une zone urbanisée. On a des Polynésiens, les locaux qui viennent des îles, on a des gens qui sortent des bateaux. En fait, on est à la croisée des chemins, on est en plein centre-ville et c'est l'avantage en fait d'être situé à cet endroit. On a le marché qui est juste derrière l'hôtel. On apprend à redécouvrir Papeete aussi, puisqu'on peut se déplacer à pied, on n'a pas besoin de véhicule et on a tout sous la main ici autour de l'hôtel. Donc les roulottes en face, il y a les pubs, il y a les bars, il y a du chinois, du français, il y a le marché de Papeete pour ceux qui veulent découvrir les petites spécialités culinaires de la Polynésie. S'il a déjà trouvé sa clientèle, l'établissement s'attend à un afflux supplémentaire avec l'ouverture du terminal croisière. On quitte la capitale de Tahiti pour Punaoia. Entrepreneurs, chercheurs, étudiants ou investisseurs, c'est à eux et à leurs projets que s'adressent les Nahiti Innovation Days. Un événement qui a débuté aujourd'hui et qui se poursuit jusqu'à jeudi 24 octobre à l'Université de Polynésie. Il réunit tout l'écosystème de l'innovation afin de répondre à une question: comment faciliter l'émergence des projets innovants en Polynésie et les accompagner à chaque étape de développement? Pour en parler en détail, on accueille Jennifer Tournois, chef du projet Nahiti. Bonsoir Jennifer. Bonsoir. Alors les Nahiti Innovation Days, événement central dans la dynamique du projet Nahiti. Avant de revenir sur le programme de ces 3 jours, peut-on rappeler rapidement l'objectif de ce projet et qui sont les acteurs qui le portent? Oui, alors le projet Nahiti, c'est un projet lauréat du PIOM, le Plan Innovation Outre-mer, un appel lancé par l'État français dans le cadre de France 2030, opéré par la Caisse des dépôts, qui vise à dynamiser l'écosystème d'innovation dans les Outre-mer. Et le projet Nahiti est celui de la Polynésie française. Il est porté par un consortium d'acteurs académiques, économiques et institutionnels pour vraiment avoir une démarche multi-acteurs sur le territoire. Un an après la naissance du projet Nahiti, quel est le constat? L'écosystème de l'innovation est-il plus structuré en Polynésie?
Alors on essaie là de poser les bases avec les premières actions de cet écosystème vraiment, on va dire, durable et structuré. Les premières réalisations de la première année de Naïti, on a le lancement du pôle Pépite, le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Donc on est labellisé pour la première année sur le territoire polynésien. Et c'est vraiment un programme qui vise à booster l'entrepreneuriat chez les étudiants, où ils vont pouvoir être accompagnés pendant leurs études quand ils ont un projet entrepreneurial qu'ils veulent mener à bien. La deuxième réalisation, on a le programme Polynove. Donc là, c'est l'accompagnement concret, un peu quotidiennement, un accompagnement de porteurs de projets. On en a 15 au total, de projets innovants du territoire dans le développement et la maturation de leur projet avec 2 chargés d'affaires. Un chargé d'affaires plutôt business, marketing, commercial et une chargée d'affaires, une avocate, plutôt spécialisée sur tout ce qui est juridique et propriété intellectuelle. Et la troisième réalisation, c'est donc cet événement, les Naïti Innovation Days. Donc, durant 3 jours, vous réunissez partenaires privés et publics et porteurs de projets innovants, mais également le grand public. Le message, c'est aussi de dire que des projets ne sont jamais trop ambitieux s'ils sont bien accompagnés. Quelles difficultés rencontrent les porteurs de projets en Polynésie ? Alors là, c'est on a pensé vraiment cet événement on s'est mis à la place du public et de ces fameux porteurs de projets qui sont peut-être parfois un peu perdus dans l'écosystème. Quelle structure peut m'accompagner à quel niveau de développement de mon projet? Donc c'est vraiment ce fil conducteur qu'on a voulu avoir sur les 3 jours avec l'idéation le premier jour, après on fait tout ce qui est plutôt croissance et financement et enfin l'export. Donc c'est vraiment apporter une cartographie des acteurs pour chaque stade, avoir les structures qui peuvent m'accompagner au bon moment. Et sur place, les personnes peuvent également y tester leurs idées. Oui, alors en fait, déjà ce premier jour, c'était sur l'idéation, les concepts. Donc on avait des ateliers, des conférences sur cette thématique. Tous les participants peuvent interagir avec les intervenants là, de renom sur ces différents domaines. Mais on a surtout la French Tech qui organise le Naïti Challenge sur les 3 jours. Et donc là, toute personne en fait peut venir avec une idée de start-up et tout au long de la journée la développer, la tester pour vraiment savoir si son idée peut se concrétiser. Est-ce qu'on a vu quel est le bilan de ce premier jour? Est-ce qu'il y a de l'engouement autour de cet événement? Oui, on a été vraiment contents en fait, de cette première journée avec un bilan vraiment positif. On a eu plus de 200 participants sur toute la journée. Et on a aussi le village de l'innovation où on met en avant un peu moins d'une trentaine de projets innovants sur le territoire. Et ils ont aussi beaucoup d'interactions avec les intervenants et les participants. Merci beaucoup Jennifer Tournois. Je rappelle que l'événement se poursuit jusqu'à jeudi à l'Université de Polynésie à Punaoya. Toujours du côté de Punaoya, l'école hôtelière a reçu ce matin un invité de renom, le chef étoilé Thierry Marx. Face à lui, un public attentif composé des jeunes du RSMA, des étudiants du lycée de Raiatea, des apprentis du CFPA ou encore des 2 chefs de la présidence. Herihau Tariki et Mereteato se sont glissés en cuisine. Reportage. Le célèbre chef étoilé Thierry Marx partage sa passion pour les mets bien travaillés. Les futurs cuisiniers ne ratent pas cette occasion d'admirer l'un des meilleurs au fourneau. 2 étudiants viennent même de Raiatea. On a appris qu'avec les déchets des fruits, on peut faire beaucoup de choses, comme de la gelée par exemple. Avec de l'orange, avec la peau d'orange. Et faire aussi monter une mayonnaise sans œufs. C'est la première fois qu'on entend ça. Et du coup, il nous explique beaucoup de choses. La physique aussi. La science. La science. Et de la pratique. Une chance unique d'apprendre auprès d'un chef reconnu, une démonstration culinaire mais aussi une sensibilisation au respect de l'environnement et à la valorisation des produits locaux. Il faut s'ouvrir à d'autres cuisines et à d'autres univers, en tout cas de la cuisine, pour mieux servir en tout cas nos produits locaux du Fénois, pour développer notre cuisine polynésienne. On ne jette rien, parce qu'il veut utiliser tout ce qui est légumes ou fruits. Donc ça, c'est une bonne chose pour nous, pour avoir moins de déchets et trouver d'autres recettes. Comment recycler ce que l'on jette habituellement? La démonstration du jour allie cuisine et science. Il y a eu un travail de valoriser les bases, ce que font les chefs ici, de montrer que la curiosité permet de grandir, d'évoluer. Donc c'est tout le rapport à la science avec Raphaël. Et après, de ramener ça
dans la culture polynésienne pour dire n'oubliez pas de regarder votre propre patrimoine pour faire votre propre signature de cuisine. Et c'est ça qui nous paraît intéressant aujourd'hui. Dimanche, le chef étoilé poursuivra son voyage vers Bora Bora, une belle opportunité pour la gastronomie polynésienne. On se rend nous aussi au Rarumat Ei Mizarayatea, au lycée des îles sous le vent. Éligibles au programme Erasmus, les étudiants de BTS ont eu l'occasion d'en apprendre davantage sur les possibilités de stage en Australie lors d'une visite de la consul générale. Roni Moufat était sur place. Ces dernières années, les aides financières du programme Erasmus+ ont considérablement facilité la mobilité internationale. Cette année encore, près d'une vingtaine d'étudiants du lycée des îles sous le vent s'interrogent sur la destination à choisir parmi les 168 pays partenaires. Moi, je suis plutôt pour la Nouvelle-Zélande, déjà pour notre culture. On est cousins avec les Maoris. Et aussi que je voudrais aller performer en anglais. Moi, si je tente d'y aller en Australie, c'est peut-être pour trouver du travail, pour voyager, découvrir. Peut-être 1 an après le BTS. Sollicité par le lycée des îles sous le vent, Alison Shi, consul général d'Australie, est intervenue auprès des étudiants concernés par le programme, une occasion d'en savoir plus sur les opportunités de stage en Australie. Parce que vu que l'Australie est un pays éligible au programme Erasmus+, nous avons souhaité qu'elle présente ce magnifique pays à nos étudiants de BTS. Une destination très prisée, mais y envisager un stage de longue durée n'est pas chose facile. Un des défis que nous rencontrons concerne l'obtention de visas. En réalité, il est assez facile pour un citoyen français d'obtenir un visa pour des vacances, mais les démarches deviennent plus complexes pour un voyage scolaire ou professionnel. Nous cherchons donc à simplifier ces procédures pour faciliter la venue des étudiants de Polynésie française en Australie. Un intervenant basé en Nouvelle-Zélande ainsi que des étudiants de deuxième année de BTS ont également partagé leurs expériences dans le cadre du programme Erasmus+, des témoignages qui, sans aucun doute, ont élargi l'horizon de ces étudiants des îles sous le vent. On termine avec du sport. En beach soccer, les Tikitois ont disputé cet après-midi leur deuxième match de la Coupe des Nations de l'OFC aux îles Salomon. Après avoir battu le pays hôte de justesse hier, Tahiti s'est nettement imposé face à Fidji sur le score de 7-0. Ce tournoi est l'occasion de se qualifier pour la Coupe du Monde prévue en 2025 aux Seychelles. Retrouvez plus de détails sur notre page Facebook et sur notre site tntvnews.pf. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce soir, rendez-vous avec Ramzi Malouki dans Ciné Nuit, puis avec les aventuriers de Koh Lanta pour de nouvelles épreuves. Excellente soirée à tous. À demain sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.